Camarades, bonjour. La dernière fois, on s'était arrêté sur un Clovis affaibli, esseulé, et qui pinaillait à avoir le soutien des Armoricains et des Alains. Mais je vous disais aussi que ce soutien n'était pas si insignifiant. On va donc essayer de voir aujourd'hui pourquoi Clovis était si obstiné, et pourquoi cette action va faire du Regnum Francorum ce qu'on en connaît aujourd'hui. Alors on va pas faire durer le suspense bien plus longtemps, comme je vous le disais, ces soutiens Alains et Armoricains ne sont pas si anecdotiques que ça, puisqu'ils permettent à Clovis de récupérer un élément crucial qui lui faisait défaut jusqu'à présent, l'élément clé de l'invincibilité des Goths au combat depuis toujours, la cavalerie lourde. Courant 5e siècle en Occident, Rome fait de profonds changements dans son armée. Habituellement constituée d'infanterie lourde, durant le Bas Empire, celle-ci devient inefficace face aux nouveaux ennemis très mobiles venus de Germanie et des steppes asiatiques. Les troupes doivent donc s'adapter. L'argent se fait de plus en plus rare, les conquêtes s'arrêtent, et la fonction principale de l'armée est désormais de protéger le limes. L'armée romaine tardive se transforme alors en un ensemble de plus petites unités qui sont bien plus légères, plus manœuvrables et plus rapides à déployer. Et surtout, concentrées autour de la cavalerie légère. Jusqu'à présent, on l'a vu et répété, les forces de Clovis sont héritières de la tradition romaine occidentale, et il en est de même pour sa cavalerie, qui est donc une cavalerie légère. Cette cavalerie avait pour but de reconnaître le terrain, d'harceler l'ennemi, lui couper la retraite, ou de foncer sur ses flancs ou ses arrières en cas de besoin. Mais elle ne pouvait pas faire le poids face aux cavaleries lourdes et aux infanteries lourdes présentes chez les Germains. Cette nouvelle cavalerie lourde permet alors à Clovis de nouvelles stratégies qui ont fait leurs preuves en Orient comme en Occident depuis de nombreuses années, beaucoup plus bourrines mais tout aussi efficaces, les tactiques de choc et de rupture. En gros, on fonce droit devant en essayant de faire bien peur à l'ennemi avant de lui rouler dessus. Cette nouvelle force de cavalerie, Clovis va pouvoir l'utiliser alors tout de suite, dès 505, alors qu'un compromis vient d'être trouvé à l'ouest avec les Armoricains, on l'a vu ensemble la dernière fois. À l'est, les Alamans, sûrement vexés de leur tété d'il y a 10 ans, et qui doivent pas être au courant que la guerre à l'ouest est terminée, décident de revenir taquiner les Francs et de piller quelques villages. Une grande armée traverse alors le Rhin, on crame tout, pille tout, tue tout, et direction Cologne. Ah mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Mais cette fois, pas de suspense non plus, c'est une défaite alamagne, mais bien sévère, elle pique celle-là. Les Alamans ne font plus le poids face à la nouvelle puissance franque et à leur cavalerie lourde. Clovis, qui veut alors régler une fois pour toutes la question des Alamans et qui en a marre de se faire emmerder, décide de pas les laisser repartir tranquillement chez eux sans rien dire, mais de les accompagner, tout en cramant tout sur leur passage à leur tour. Les tribus alamanes prennent alors la fuite, toujours sous l'escorte virile des Francs, et ça, pour de nombreux kilomètres. Oui, vous l'avez énervé avec les responsabilités qu'il a. Vous êtes pas fins, vous les Allemands, hein? Escarmouche après escarmouche, les Alamans arrivent jusqu'aux rives du Danube, et là, un nouvel acteur entre en jeu, Théodoric. Le roi des Ostrogoths se moque un peu de qui se fait exterminer ou pourquoi. Mais par contre, le bordel géopolitique que Clovis met si proche de ses frontières, ça l'emmerde un peu plus. Alors du coup, il écrit à Clovis pour lui dire de se calmer un petit peu, que les Alamans ont dû bien comprendre la leçon maintenant, et qu'il faut qu'il s'arrête, parce que là, il est en train d'affoler les Lombards, les Thuringiens, les Varnes, les Hérules, et tous les peuples au nord du royaume ostrogoth. En plus, les Alamans arrivent près du Danube, et s'ils le traversent, ce qu'ils tentent ouvertement de faire entre deux charges de cavalerie franque, ils vont se trouver en territoire ostrogoth. Et là, plus question pour Clovis d'avancer avec une armée, sinon il va comprendre pourquoi on l'appelle Théodoric le Grand. Clovis n'a donc pas le choix, il veut pas risquer une guerre ouverte avec les Ostrogoths et décide de se calmer. Il rentre chez lui bien tranquillement, en laissant les Alamans tout seuls. Alamans, en PTSD des Francs, mais maintenant bien trop loin d'eux pour être une menace. Courant 506 donc, la paix revient une fois de plus en Occident, et Théodoric, en plus du Grand, se fait maintenant appeler Alamanicus. Non, pas l'ami des Alamans, le vainqueur des Alamans. Parce que oui, une fois les Francs partis et que les Alamans traversent, Théodoric décide de leur faire un petit comité de bienvenue en leur chargeant dessus avec sa propre cavalerie lourde. Et du coup, dans les sources, ils veulent la victoire à Clovis. Le roi franc ne semble pas être au courant tout de suite, mais il va pas tarder à le savoir, parce que même s'il n'y a pas internet, les nouvelles circulent vite. Et quand il va le savoir, il va être moyen joasse. Et ça, Théodoric, il le sait. Du coup, il va tenter de marquer des points auprès de Clovis avant que ce soit trop tard, et lui fait envoyer le cadeau diplomatique le plus courant à cette époque, un Cyclade. Alors non, c'est pas un vase ou quelconque objet, c'est juste un barde mais en version un peu plus alto médiévale. Par contre, le barde, bon on lui en veut pas, c'est qu'un barde, mais il est pas au courant des baux entre les deux rois. Et du coup,
Il se dit que pour agrémenter le repas du dimanche de Clovis, ce serait pas mal épique de chanter le dernier récit de campagne contre les Alamans. Qu'est-ce qui peut mal tourner? Bah, comme il est ostrogoth, il a qu'une version de l'histoire, et pas forcément celle que Clovis voudrait entendre. J'enchaîne. Allez-y, roulez, roulez! Clovis est donc maintenant au courant de la trahison de son allié, mais il lui prend pas la peine de répondre. Il a d'autres plans pour lui. Théodoric, voyant qu'il n'y a aucune réponse à son cadeau, se dit qu'il doit y avoir une merde. Mais bon, pas déconner, il s'en fout. Parce que au début 6e siècle, les Ostrogoths, Théodoric Ier, ne sentent plus pisser et entament la conquête de l'Illyrie, ou plutôt la reconquête dans leur idée. Parce que c'est maintenant eux les héritiers légitimes de l'Empire romain en Occident, et pourquoi pas même dans la partie orientale. La campagne d'Illyrie, qui est vue dans les sources comme une reconquête, est plutôt une espèce de pacification des quelques tribus germaines qui refusent de payer des impôts aux Ostrogoths. Théodoric pratique cette campagne de manière assez bourrine, il enchaîne les batailles avec une finesse qui est propre aux Goths et à leur cavalerie lourde, et tape sur tout ce qui ne porte pas leur couleur. Et du coup, dans la mêlée générale, commettent l'irréparable. Vers 506-507, intentionnellement ou pas, ça on sait pas et on saura jamais, ils attaquent et détruisent une armée romaine d'Orient stationnée près de Belgrade. Théodoric, plutôt finaud, se doute que cet acte va avoir des répercussions, et tente alors de convaincre l'empereur que c'était pas délibéré, que de toute façon, il pouvait pas se douter que l'Empire était présent si loin en Occident, et puis justement, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils avaient rien à faire là? Mais attendez! C'est peut-être moi qui vous ai agressé! Un peu. De son côté, Anastase, l'empereur, donc la puissance dominante de la région, est sur le cul, littéralement. Il vient de prendre une tétée par un peuple qu'il avait lui-même installé en Italie pour pacifier la zone, et qui devait, en théorie, être son allié le plus fidèle. Mais là, Théodoric essaie de lui mettre à l'envers en l'accusant d'être présent sur les territoires occidentaux, et du coup, si l'armée romaine a été exterminée, c'est pas de sa faute à Théodoric, mais plutôt de la sienne à l'empereur. Disons qu'on s'est débrouillé pour vous éviter le pire. Le pire. Ah, celle-là, tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Parfaitement, sire. Anastase comprend alors qu'à l'ouest, c'est devenu l'anarchie et que le respect est devenu une notion assez vague. Il est maintenant temps de calmer un peu tout ce petit monde et d'en finir avec les Ostrogoths avant qu'il soit tenté d'aller voir un peu plus à l'est de Belgrade, vers Constantinople, ce qui s'y passe. Anastase, tout empereur qu'il est, a quand même besoin de soutien. Il peut pas affronter l'intégralité du monde arien seul. Et du coup, seul soutien, qui semble tout de suite apparent, le roi des Francs, Clovis. Clovis obtient alors l'alliance et la reconnaissance qu'il souhaite depuis toujours. L'Empire d'Orient est maintenant son allié ouvertement. Le conflit entre d'un côté Romains et Francs contre Goths semble maintenant inévitable, mais également incertain sur sa finalité. Théodoric vient de comprendre qu'il vient de faire une terrible erreur et tente alors de calmer le jeu comme il peut. Le 11 mars 507, il va même jusqu'à convoquer le Sénat romain, histoire d'apaiser la population nicéenne de son royaume, mais surtout avoir un symbole fort à montrer à Anastase et reconnaître sa supériorité. Nous sommes des larves, de pauvres larves. N'oubliez pas de me rappeler de vous pulvériser après mon rendez-vous. Mais c'est trop tard. Francs et Romains sont prêts à déferler sur l'Occident. Théodoric perd alors petit à petit l'appui de son peuple de confession nicéenne et n'a bientôt plus que ses yeux pour pleurer. Pendant ce temps, du côté wisigoth, la guerre qui approche, Alaric, il la voit pas venir. Mais alors vraiment pas. Alors que l'économie de son royaume s'effondre, que son allié commence à se chier dessus, que la population romaine grogne de plus en plus, Alaric, lui, il enchaîne les conneries. Quel genre, vous me direz? Ben, par exemple, il fait détruire le clocher de l'église de Narbonne parce que la vue et le bruit le gênaient depuis son palais quand il était en vacances. Pendant ce temps, du côté franc, Clovis, ben lui pour une fois, ça va pas si mal. Il arrive enfin à faire l'unité dans son armée et la passe en revue avant de partir en campagne. L'armée franque est alors maintenant composée des francs saliens, forcément, mais aussi d'armoricains. Oui, promis, j'arrête avec les bagades. Ou pas, vous verrez. Pour les Bretons, le bagade, c'est une musique actuelle et moderne. Enfin bref, composé de saliens, d'armoricains, mais aussi d'alains, de romains, et même des rhénans dirigés maintenant par Clodéric, le fils de Sigebert. Vous savez, le boiteux qui refusait toujours de soutenir Clovis. En cette année 507, donc, il est impossible de faire marche arrière. Voyant le ras-bol général des populations romaines chez les Ariens, et la puissance militaire qu'il a, et surtout son nouvel allié, Clovis décide qu'il est temps. Le conflit entre Ariens et Nicéens, qui couvre depuis plus de 30 ans, éclate alors. Clovis franchit la Loire à la plus grande surprise des Wisigoths qui n'avaient vraiment pas vu venir celle-là. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Le plan pour la campagne d'Aquitaine est alors assez simple. Profiter de l'effet de surprise pour rusher Toulouse le plus vite possible, en s'arrêtant sur les quelques points clés qui contrôlent l'Aquitaine. Le premier objectif donc est Tours, et la nouvelle zone neutre de la Loire. La ville est prise assez rapidement, mais non sans faire couler de sang d'après les sources. Un membre de la famille d'Alaric, on ne sait toujours pas qui, serait mort dans la défense de la ville. Un peu comme si le destin voulait spoiler Alaric et lui dire de se réveiller un peu, parce que ça pourrait être le prochain. Mais allez-y, c'est pour vous stimuler, mon Dieu! Il n'en est pas question. Mais allez-y, bon sang, maniez-vous le fion, espèce de grosse dinde! Clovis prend alors une décision qui va lui permettre de gagner indirectement le conflit dès cette première bataille. Il interdit le pillage de la ville de Tours pour des raisons purement théologiques, et de toutes les villes wisigothes qui vont s'en suivre. Là où d'habitude, en temps de guerre, les troupes vivaient sur le pays. C'est-à-dire qu'elles récupéraient toute la bouffe, le foin, l'eau, l'argent, le bétail, etc. pour ne laisser que des terres ravagées aux nouveaux conquis, ce qui, vous vous en doutez, devait les rendre particulièrement heureux de changer de seigneur. Cette action de Clovis permet alors aux populations romaines d'Aquitaine de le voir non comme un conquérant, mais comme un libérateur, et du coup, il acquiert le soutien de celle-ci. Les Visigoths sont alors pris au dépourvu encore plus que d'habitude, et sont limite jetés hors de leur propre ville, et doivent faire face alors seuls à Clovis, parce que les Ostrogoths, depuis leur brode impérial, ils pétochent sévère. Ils se doutent que s'ils entrent en guerre ouverte contre Clovis, l'Empire en profiterait pour les attaquer. Et ça, ils peuvent pas se le permettre. Combattre à la fois en Italie et en Gaule, c'est trop pour eux. Dites donc, pourquoi est-ce que vous soulevez pas des troupes à vous, au fait? C'est pas moi qui me fais envahir, c'est vous. Ah bon? Mais je croyais qu'on était alliés. Je croyais même que c'est pour ça que j'avais épousé celle-là. Quoi? Ah ouais, on avait dit qu'on le disait pas, ça. Vous êtes vraiment un fumier, vous, hein? Théodoric, qui veut pas passer pour un connard, ne souhaite cependant pas laisser Alaric tout seul, et déploie alors toute la diplomatie arienne pour tenter de soulager son allié, puisque oui, on l'a vu, à part Clovis, tous les royaumes locaux sont ariens. Il prend alors contact avec les Burgondes pour tenter d'arbitrer le conflit entre Clovis et Alaric. Dans le même temps, il contacte les autres peuples germains qui sont à portée du royaume franc, Hérule, Varnes et Thuringien, pour leur rappeler un petit peu gentiment ce qui est arrivé aux Alamans et qu'ils pourraient être les suivants. Du coup, ce serait pas une mauvaise idée d'envahir les Francs depuis l'Est. Et enfin, dernier allié potentiel, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, le royaume vandale, situé en Afrique du Nord, c'est également une puissance arienne et qui dispose d'une flotte assez conséquente pour l'époque. Et du coup, Théodoric aurait bien besoin de l'appui de la flotte vandale si l'Empire déciderait d'intervenir, afin de pouvoir éviter un débarquement. Sur le papier, c'est bien, la puissance semble être du côté arien, mais dans les faits, les Vandales ont trop peur de l'Empire pour intervenir, Hérule, Varnes et Thuringiens ne font pas plus confiance à Clovis qu'à Théodoric et préfèrent rester neutres. Quant à Gondebaud, toujours dans la plus pure tradition burgonde, joue sur les deux tableaux. Il lâche un vu aux Ostrogoths en leur permettant de les aider, mais n'intervient pas. Clovis peut alors avancer relativement tranquillement durant sa campagne d'Aquitaine, et c'est maintenant au tour de Poitiers d'être assiégé. Théodoric commence à comprendre que tout est alors perdu pour les Visigoths. Ils ne s'en remettront pas, et la guerre est déjà perdue. Il doit commencer à préparer son futur, pour lui, et lui tout seul. De son côté, lui Alaric, étonnamment, il est confiant. Il se débine pas, et attend toujours les renforts promis par les Ostrogoths, et décide alors de marcher sur Clovis pour le forcer à lever le siège. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. À Constantinople, on décide également qu'il est temps de passer à l'action. Parce qu'il faut bien le reconnaître, si durant toute la seconde moitié du 5e siècle, Constantinople s'amusait à intervenir dans toutes les décisions politiques d'Occident, depuis 476, ils sont plutôt absents. Et du coup, faut marquer le coup, ça fait beaucoup de fois coup, 8000 hommes débarquent à Tarente. Oui, quand Constantinople décide d'intervenir, ils font pas les choses à moitié. Théodoric n'a alors plus le choix, le conflit est donc général, et se retrouve dans la position qu'il voulait éviter à tout prix, devoir combattre sur deux fronts. Vers la 1507, Alaric approche alors de Clovis. La bataille frontale entre Visigoths et Francs ne peut plus être évitée, malgré les efforts d'Alaric, qui tente d'attendre jusqu'au dernier moment que Théodoric lui vienne en aide. D'ailleurs, devant un refus de combat systématique et laissant les villes se faire assiéger une par une, Alaric perd alors le soutien de son aristocratie, est vu comme un lâche par ses chroniqueurs, une partie de sa population, et même certaines de ses troupes. Alaric doit donc passer à l'action très rapidement, s'il veut pas voir le reste de son armée se carapater, même si ça veut dire qu'il doit faire face à Clovis tout seul. Mais bon, ça lui fait pas peur, puisque il mise tout sur sa cavalerie lourde et imagine que Clovis, une fois de plus, ne possède que des grouillots en pagne. Du coup, la rencontre se déroule près de Vouillers, à quelques kilomètres à l'ouest de Poitiers. La stratégie de la bataille, des deux côtés, est alors très simple. On mise tout sur la cavalerie lourde, et on attend de voir ce qui se passe. Heureusement que les Visigoths sont aussi merdiques que nous, hein. Non, mais encore eux, c'est normal, ils savent pas compter jusqu'à 3. Par contre, ils pèsent 120 kilos chacun et ils sentent pas la douleur. Cette bataille de Vouillers est alors une véritable boucherie.
c'est une succession de charges de cavalerie lourde sur des troupes à pied, jusqu'à ce qu'une des deux armées lâche enfin l'affaire. Et à ce petit jeu, c'est les Francs qui sont les plus forts. La débâcle est donc totale pour les troupes wisigothes. En plus, cerise sur le gâteau, au cours de la bataille, au plus grand des hasards, Clovis tombe sur Alaric et sa garde personnelle, qui, d'après les sources faites par Grégoire de Tours, tenterait de fuir, histoire de rajouter un bon coup de collier au trait lâche de la personnalité d'Alaric. Bref, dans une énième charge de cavalerie, les Francs éclatent une fois de plus les Visigoths. Et Clovis parvient à porter le coup fatal à Alaric, tout en évitant les lances adverses. Le royaume wisigoth n'a maintenant plus de roi. Il en a deux. Parce que oui, une fois qu'Alaric est mort, les troupes ont décidé de rien de mieux que de se diviser. D'un côté, certaines soutiennent Alaric, le fils légitime, mais qui est âgé de seulement 6 ans. De l'autre, Gessialic, fils bâtard, mais au moins capable de diriger une armée. Dans tous les cas, même s'il y a deux rois, ça change pas grand chose. Les Francs descendent petit à petit, implacablement, vers Toulouse, et arrivent maintenant à Angoulême. Et là, étonnamment, pour la première fois, la ville tient. Et en plus, coup de bol pour les Visigoths, l'hiver approche. Clovis laisse donc le minimum syndical de son armée pour surveiller la ville et empêcher son ravitaillement, tandis que lui et le gros de ses hommes décident de partir un peu plus au sud, à Bordeaux. La ville est un poil plus accueillante, est prise bien plus vite et permet de passer l'hiver au chaud. Pendant que Clovis et que ses généraux profitent de leurs petites vacances à Bordeaux, les Burgondes, eux, toujours à l'affût de la moindre opportunité, se disent que c'est enfin le moment de récupérer Digne et Avignon, qu'ils avaient dû céder aux Visigoths un petit peu plus tôt. On l'avait vu ensemble dans la dernière vidéo. Les Burgondes entrent alors en guerre du côté franc et romain, et Gondebaud, sur le modèle franc, divise son armée en deux. Il donne le commandement d'une partie de son armée à son fils, Sigismond, et le charge de partir à l'ouest, rejoindre le fils de Clovis, Thierry. Et dans le même temps, piller toutes les villes sur son passage, c'est toujours du bonus. Pendant que lui, avec le gros de ses troupes, part direction le sud. Il faut reprendre Avignon, mais surtout, essayer de choper Arles. Les Visigoths, bien qu'ils soient accoutumés à être tout seuls, se retrouvent en encore plus mauvaise posture que d'habitude. Ils se retrouvent à devoir défendre Toulouse, alors que celle-ci est même pas encore assiégée, et doivent la défendre sur 3 fronts. Contre les Francs depuis le nord-ouest via Bordeaux, contre une partie des Francs et des Burgondes depuis le nord et l'est depuis Limoges, et aussi depuis l'est par Gondebaud, qui a pris Arles dans la foulée d'Avignon et avance maintenant sur Narbonne. La population wisigothe, qui n'avait pas besoin de ça, lâche alors encore de plus en plus le pouvoir wisigoth présent dans le sud de l'Aquitaine. Ouais, n'empêche qu'ils sont prêts à tout foutre en l'air, les touristes, pendant que vous restez planqués là. On peut attendre les secours, hein. Non, mais on se planque pas, on est là-bas. Parce que selon d'où ils viennent, c'est pas tout à fait la même tactique, figurez-vous. Bah, je crois que vous savez pas d'où ils venaient. Eh ben, justement, du coup, on piétine. Voilà. Pour Clovis, lui, tout se passe à merveille. Il expulse petit à petit l'ego de Gaule, c'était pas facile à dire ça, et s'assure de la non-ingérence forcée des Ostrogoths grâce à l'appui de l'empereur en Italie, qui met la Calabre dans un état qu'elle a pas vu depuis un bon moment. Début 508, le printemps arrive, Clovis sort de Bordeaux et fait jonction avec Thierry et Sigismond, pendant que Gondebaud assiège Narbonne, où Gessialic s'était réfugié pour tenter de protéger la cité. Une nouvelle fois, alors que la ville est prête à tomber aux mains des Burgondes, Théodoric voit alors là une opportunité en or. Les Ostrogoths en profitent non pour attaquer les Burgondes et soulager son allié, mais pour récupérer la Provence wisigothe et agrandir son propre royaume. Décidément, Théodoric, c'est vraiment un allié en or. Lâchez vos armes, ou je tue votre ami. Tuez-le, ce n'est pas notre ami. Bref, une nouvelle fois, l'inévitable arrive, et maintenant, c'est Toulouse qui est assiégée. La ville, comme toutes les autres, ne tient pas longtemps. Les Francs, qui, quand même, au bout d'un moment de campagne, craquent un peu, la mettent à feu et à sang, celle-là. Ce qui permet ironiquement à la famille royale wisigothe de fuir. Clovis entame alors la dernière étape de la sécurisation du sud de l'Aquitaine wisigothe. Il lui reste un dernier verrou à faire sauter qui tombe quasiment immédiatement, Carcassonne. Voilà, c'est maintenant fait. En un petit peu moins d'1 an, Clovis a conquis l'Aquitaine wisigothe, ou plutôt libéré si on en croit les sources et la population locale. L'armée franque est couverte de prestige, et il est alors inutile de repousser encore plus au sud les Visigoths. Non parce que le pouvoir militaire n'en peut plus, mais parce qu'au niveau de la logistique, ça va être un peu plus compliqué, et surtout, c'est qu'en ajoutant l'Aquitaine wisigothe, Clovis vient de doubler la superficie de son royaume, et va falloir la sécuriser cette zone-là. Le roi demande alors à ses troupes de faire demi-tour et de rentrer au bercail, tout en pacifiant les 3 derniers bastions de la région qui refusent de se soumettre au pouvoir franc. J'ai nommé Albi, Rodez et Clermont. On vous oublie pas les gars, c'était un bel acte, mais ça a servi à rien. Les Visigoths sont alors chassés d'Aquitaine et s'établissent alors en Espagne, et ne reviendront plus jamais en Gaule. Le royaume de Toulouse est détruit, la Gaule presque tout entière est maintenant unifiée sous le Regnum Francorum. Clovis
est maintenant le maître de l'Occident et reçoit finalement ce qu'il désirait depuis tant d'années, la reconnaissance de l'empereur d'Orient, qui lui donne même un petit goodies en plus. Anastase le nomme Auguste. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que comme d'habitude ça vous a plu, et si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, il n'en reste qu'une sur Clovis. Ou du moins j'estime qu'il n'en reste qu'une, parce qu'à la base, j'en avais prévu que 2 sur lui, et là, on en est déjà à 8. Mais voilà, après Clo-Clo, je pense qu'on fera une pause, pas de YouTube, mais des méros. On va essayer de partir ailleurs, je sais pas trop encore quoi, j'avais quelques sujets en tête, par exemple j'avais pensé à Guillaume, ça pouvait être sympa, mais à Skip, ben ce serait déjà dans les cartons chez le camarade Hérodote, et comme certains ont déjà dit qu'il y avait déjà un petit côté Hérodote.com dans les vidéos, on va éviter de faire le même sujet, pourtant j'aurais bien aimé faire la première croisade, croyez-moi. Bref, je sais pas trop encore sur quoi on va partir, j'ai quand même plusieurs pistes en tête, on repartira peut-être sur du Viking, ça vous avait bien plu, ou peut-être les Byzantins aussi, ça peut être marrant, mais on va mettre les méros en pause 2 minutes parce que, bon, j'imagine qu'il y en a 2-3 que ça commence à gonfler, on va faire respirer un petit peu la chaîne, mais on y reviendra, parce que les enfants de Clovis, c'est vraiment un truc à voir et je pense que ça vaut le coup. Bref, je me répète, donc pour résumer, encore une vidéo normalement sur Clo-Clo, et ensuite on bifurque sur autre chose pour l'été. Voilà, encore merci pour tout, merci pour vos retours, vos follow, vos likes, ça fait super plaisir. La dernière fois j'étais trop content, on avait dépassé les 100 abonnés, ben là, on a dépassé les 300, et les 1100 heures de vue, donc un énorme merci à vous. On se retrouve du coup en juillet pour la DER de Clo-Clo normalement, et ensuite, ben ce serait aussi les 1 an de la chaîne en juillet, donc je sais pas si on fera un truc, ou même si ça vous botte, je pense pas, on verra bien un peu ce que vous en dites dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. En attendant, moi je vous retrouve sur les réseaux comme d'habitude. Merci pour tout, vous êtes les meilleurs. Soyez sages. Le bisou. Au revoir et Kenavo, comme disent les Bretons. Kenavo, Jean-Pierre. Kenavo Hervé Chal, à bientôt.